Ah, mes amis, écoutez-moi bien, car ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire comme les autres. C'est une histoire brûlante, comme le soleil de la Martinique, une histoire de chaînes et de dentelles, de canne à sucre et de sang. Nous sommes en 1806. Imaginez l'air lourd, saturé du parfum doux et écœurant de la mélasse, et le bruit sec et régulier du fouet qui claque, un son qui ne s'arrête jamais vraiment, même la nuit. Dans cette fournaise tropicale, sur l'habitation Saint-Pierre, la plus grande et la plus riche de l'île, propriété directe du gouverneur lui-même, vivait un homme nommé Toussaint. Toussaint n'était pas un homme ordinaire, même si ses mains étaient calleuses et son dos marqué comme celui de tous les autres. Il était grand, d'une force tranquille, et il avait dans les yeux non pas la résignation, mais une lueur, une braise qui refusait de s'éteindre. Il avait 25 ans et portait le poids de 2 continents sur ses épaules. Il était né ici, mais son cœur et son esprit naviguaient loin, vers l'Afrique, que ses parents lui avaient raconté par bribes, dans les silences de la nuit. Son travail était dur, bien sûr. Il travaillait les champs de canne, sous la surveillance constante du contremaître Balthazar, un homme petit, nerveux, dont la cruauté n'avait d'égal que sa lâcheté. Mais Toussaint avait une particularité qui le distinguait. Il était doué avec le bois. Il maniait la hache et le ciseau avec une dextérité rare. C'est pour cela qu'il avait été retiré des champs les plus pénibles pour être affecté aux dépendances de la Grande Case, la résidence même du gouverneur du bois, la Grande Case. C'était un monde à part, un palais blanc entouré de galeries aérées, de jardins où poussaient des fleurs exotiques dont Toussaint ne connaissait même pas le nom. Là, l'air était plus frais, les odeurs étaient celles du café, de la cire polie et des parfums français, et non celles de la sueur et de la terre mouillée. Toussaint passait ses journées à réparer les meubles endommagés par l'humidité, à construire des étagères pour la bibliothèque du maître ou à sculpter des ornements pour les balustrades. C'était un travail d'artiste, et il le faisait en silence, sachant que la moindre erreur, le moindre regard mal placé, pouvait le renvoyer instantanément à la coupe sous le soleil assassin. Un matin, alors qu'il était penché sur une chaise longue en acajou qu'il était en train de restaurer sur la véranda arrière, l'endroit le plus proche du monde des maîtres, il entendit des rires légers, cristallins, qui n'appartenaient pas à ce monde de labeur. C'était la fille du gouverneur. Ah, mes amis, le danger, voyez-vous, il ne vient pas toujours du fouet ou du canon. Parfois, il vient d'un battement de cœur, d'une lumière qu'on n'aurait jamais dû voir. Elle s'appelait Isabelle. Elle venait d'arriver de France, où elle avait terminé ses études dans un couvent chic. Elle avait 20 ans. Elle était l'incarnation de tout ce que Toussaint ne pourrait jamais toucher, même en rêve. Une peau claire qui ne connaissait pas le soleil des champs, des cheveux d'un brun chaud, relevés en boucles élégantes, et des yeux. Des yeux d'un vert profond, comme la mer au large, qui semblaient curieux de tout. Isabelle était avec sa dame de compagnie, mademoiselle Clarisse, et elle discutait de robes et de bals. Toussaint, invisible dans son coin, continuait de poncer le bois. Il n'avait pas le droit de lever les yeux, mais il entendait sa voix, et cette voix, elle était comme une musique qui chassait pour un instant le bruit des chaînes. Ce jour-là, Isabelle s'approcha de la balustrade, regardant distraitement vers les jardins d'ornement. Toussaint était juste là, agenouillé, les copeaux de bois clair autour de lui. « Regardez, Clarisse, » dit-elle d'une voix douce, mais forte dans le silence de la véranda. « Le bois est si beau ici. On dirait qu'il respire encore. » Toussaint se figea. Elle parlait de son travail. Clarisse, plus âgée et plus soucieuse des conventions, répondit sèchement. « C'est le travail d'un esclave, mademoiselle. Ils sont là pour faire ce qu'on leur dit. » Isabelle ignora la remarque. Elle fit quelques pas et s'arrêta juste derrière Toussaint. Il sentait le parfum cher qu'elle portait, un mélange de vanille et de fleurs d'oranger, un luxe indécent qui lui serrait la gorge. Puis, il se produisit l'impossible. Une petite pièce de monnaie en argent, un sol, glissa de la poche d'Isabelle, rebondit sur le plancher en bois poli et roula jusqu'aux pieds nus de Toussaint. Pour l'atteindre, elle aurait dû se pencher, mais elle ne le fit pas.
Elle resta droite, attendant. Toussaint savait ce qu'il devait faire. Il devait ignorer l'objet ou appeler un domestique pour qu'il le ramasse. Mais là, à quelques centimètres de lui, se trouvait non seulement la pièce, mais aussi l'occasion d'un regard. Il posa son outil lentement. Il étendit sa main, cette main habituée à la machette, et il prit la petite pièce d'argent. Il se redressa juste assez pour lui tendre. Et leurs yeux se rencontrèrent. Ce n'était qu'une seconde, mais pour Toussaint, le temps s'arrêta. Il vit dans ses yeux verts, non pas la pitié condescendante qu'il rencontrait habituellement chez les Blancs, mais une curiosité honnête, presque une surprise. Elle ne le regardait pas comme un objet. Elle le regardait comme un homme. « Merci, murmura-t-elle. »« De rien, mademoiselle, » répondit Toussaint, sa voix rauque par manque d'usage, mais ferme. Clarisse toussota, un son d'avertissement glacial. Isabelle rougit légèrement, prit la pièce et se détourna, reprenant sa conversation comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Dans l'âme de Toussaint, une porte s'était ouverte, une porte qui menait droit à l'abîme ou au paradis, il n'aurait su dire. Il venait de commettre le péché mortel d'un esclave. Il avait regardé la fille de son maître, non pas avec déférence, mais avec une admiration naissante, une étincelle de désir. Ce soir-là, de retour dans la pénombre étouffante des cases des esclaves, Toussaint ne sentait plus la fatigue habituelle. Il ne sentait plus la douleur de ses muscles. Tout ce qu'il sentait, c'était le poids léger de cette seconde, la chaleur du regard d'Isabelle. Il savait que c'était de la folie pure. Le gouverneur Dubois, M. Henri Dubois, était un homme de fer. Il appliquait le code noir à la lettre, sans la moindre pitié. La loi coloniale était claire. L'intimité ou même l'audace d'un esclave envers une femme blanche, surtout une femme de ce rang, était punie par la mort la plus atroce. Et pourtant, pendant les semaines qui suivirent, Toussaint vécut dans un état de tension constante. Il cherchait des tâches qui l'amèneraient près de la grande case. Il travaillait plus vite, plus proprement, espérant qu'on l'appelle pour un nouveau travail d'ébénisterie. Il l'apercevait souvent. Isabelle aimait se promener dans les jardins l'après-midi, quand le soleil commençait à baisser, toujours accompagnée de Clarisse, ou parfois de son jeune frère, un adolescent turbulent. Elle lisait beaucoup, assise à l'ombre des manguiers. Toussaint, assigné à l'entretien des allées, faisait semblant de ne pas la voir, mais il épiait chaque mouvement, chaque geste. Il apprenait ses habitudes, le moment où elle prenait son thé, la façon dont elle tenait ses livres, la mélodie qu'elle fredonnait parfois, une mélodie française qu'il ne comprenait pas mais qu'il trouvait belle. Un après-midi, la chance, ou plutôt le destin, frappa à sa porte. Le gouverneur Dubois organisait une grande réception pour les officiers de la garnison et les grands propriétaires de l'île. Il fallait que la salle de bal soit impeccable. Le contremaître Balthazar vint chercher Toussaint, le tirant presque par le bras. « Écoute-moi bien, animal !» cracha Balthazar les yeux plissés. « Tu vas monter l'escalier principal, tu vas polir la rampe en chêne, tu ne regardes ni à droite ni à gauche, tu ne parles à personne. Si tu croises un invité, tu te figes comme une statue. Si tu croises le maître, tu te jettes à terre. Compris ?» Toussaint hocha la tête. C'était une mission dangereuse. Monter l'escalier principal, c'était pénétrer au cœur du monde interdit. Il entra dans la grande case. L'intérieur était encore plus impressionnant que ce qu'il avait imaginé. Des lustres en cristal, des miroirs immenses qui renvoyaient des reflets infinis, des tapis épais qui étouffaient le bruit des pas. Il commença son travail, armé de ses chiffons et de sa cire spéciale, montant marche après marche. Alors qu'il était au milieu de l'escalier, concentré à rendre le bois brillant comme de l'eau, il entendit un bruit de pas précipité. C'était Isabelle. Elle était en train de descendre. Elle portait une robe de mousseline légère d'un bleu pâle et elle avait l'air pressée. Elle ne le vit pas tout de suite, car elle regardait au-dessus de son épaule, appelant quelqu'un. « Père, j'ai besoin de ce livre avant ce soir. » Puis elle le vit. Toussaint était agenouillé, la tête baissée, mais il était directement sur son chemin. Il se sentit rougir sous sa peau sombre.
Il aurait dû se reculer immédiatement, se plaquer contre le mur. Mais Isabelle s'arrêta, juste au-dessus de lui. « Excusez-moi », dit-elle, cette fois avec un ton différent, un ton presque complice. Toussaint leva les yeux, juste un instant. Il vit que ses mains tenaient une pile de livres. « Na, mademoiselle », dit-il, se levant à moitié, le corps tendu de peur. « C'est vous qui faites ce beau travail, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, désignant la rampe qui brillait. « Oui, mademoiselle. »« J'ai une étagère dans ma chambre, » continua-t-elle, baissant la voix comme si elle partageait un secret. « Elle est bancale, les livres glissent. Pouvez-vous la regarder ?» Toussaint sentit son cœur cogner contre ses côtes. Aller dans sa chambre, c'était la folie. C'était la mort instantanée s'il était découvert. « Je dois demander la permission, mademoiselle. » Au contremaître. Isabelle fit une moue qui rendait son visage encore plus doux. « Balthazar, il va dire non. Il ne comprend rien à l'artisanat. » Elle regarda autour d'elle. La maison était étonnamment vide à cette heure de la journée, les domestiques étant occupés à l'extérieur. « C'est juste au 2e étage, la 3e porte à droite. Personne ne saura. Je vous donnerai le livre que vous avez fait tomber la dernière fois, celui que j'ai gardé. » Elle se rappela de la pièce de monnaie, mais elle parla du livre pour couvrir son erreur. Toussaint hésita. La peur le paralysait, mais la promesse d'être près d'elle, d'entrer dans son monde, était une tentation trop forte. C'était comme un appel au suicide déguisé en mélodie. « Très bien, mademoiselle, » dit-il, sa décision prise. Il se sentait déjà coupable, déjà perdu. « Je viendrai quand le soleil sera bas, après la fin de la journée. » Isabelle sourit, et ce sourire, mes amis, il valait toutes les richesses du monde et toutes les peines. « Merci, Toussaint, » dit-elle, utilisant son nom pour la première fois. Il se figea. Elle connaissait son nom. Elle continua sa descente, légère comme une plume. Toussaint resta un moment sur l'escalier, le chiffon à la main, comprenant qu'il venait d'accepter un rendez-vous secret avec la fille du maître, un rendez-vous qui pouvait le pendre à la potence. Il termina son travail dans une précipitation fébrile. Il devait s'assurer que Balthazar ne le voie pas traîner près de la maison à l'heure interdite. Quand l'heure du départ arriva, Toussaint se rendit au dortoir des esclaves, mais il ne put rester. Il prétexta une soif terrible et sortit. Il contourna la grande case par l'arrière, se glissant dans l'ombre des palmiers. La maison était calme. Les fenêtres étaient ouvertes pour laisser passer la brise du soir. Il entendait les sons lointains de la cuisine, le cliquetis des assiettes. Il arriva à la véranda arrière. Il monta les quelques marches, son cœur battant la chamade. Il se dirigea vers la porte de service, glissant à l'intérieur, comme une ombre. Il monta l'escalier de service, celui réservé aux domestiques, et arriva au 2e étage. L'air y était plus chaud, plus intime. Il chercha la 3e porte à droite. Elle était en bois sombre, simple, mais décorée d'un petit médaillon en laiton. Il frappa doucement. « Entrez !» dit la voix d'Isabelle faible venant de l'intérieur. Toussaint poussa la porte et entra. La pièce était baignée d'une lumière douce, filtrée par les rideaux. C'était la chambre d'une jeune femme riche. Il y avait des livres partout, des étoffes fines, une coiffeuse encombrée de flacons de parfum. Isabelle était assise sur un fauteuil, lisant. Elle portait une simple robe de nuit en lin, et ses cheveux étaient dénoués, tombant en cascade sur ses épaules. Elle se leva en le voyant. « Toussaint, vous êtes venu, » dit-elle, un soulagement dans la voix. Il se sentit immédiatement déplacé, immense et sale dans ce lieu de pureté. Il resta près de la porte. « L'étagère, mademoiselle ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Oui, là, » dit-elle, désignant un petit meuble mural près de la fenêtre. Toussaint s'approcha, examinant l'étagère. Le problème était mineur, un simple décalage dans la fixation du support. Il sortit de sa poche un petit couteau qu'il gardait toujours sur lui, un outil d'artisan. Pendant qu'il travaillait, Isabelle le regardait. Elle ne disait rien, mais Toussaint sentait son regard peser sur lui. « Pourquoi êtes-vous si doué avec le bois ?» demanda-t-elle finalement.
Toussaint haussa les épaules sans s'arrêter de travailler. C'est la seule chose que l'on m'ait permis d'apprendre, mademoiselle. Non, insista-t-elle. Beaucoup travaillent le bois, mais vous le respectez. Il se redressa, l'étagère était stable. Il la regarda. Le bois est libre, mademoiselle. Il vient de l'arbre. C'est la seule chose libre que je touche. Alors, je le respecte. Isabelle cligna des yeux, touchée par la simplicité et la force de cette phrase. Elle s'approcha d'une petite table et prit un livre. « Tenez, dit-elle, je vous dois ceci. » C'était un vieux volume relié, un livre de poésie française. Toussaint le prit, l'objet était léger et précieux. « Je ne sais pas lire, mademoiselle, » avoua-t-il, la honte lui montant aux joues. Isabelle le regarda avec surprise, puis avec une tendresse inattendue. « Alors, je vous le lirai, » dit-elle. Elle se rassit, ouvrit le livre à une page marquée et commença à lire, d'une voix douce, les vers d'un poète sur la mer et la liberté. Toussaint resta debout, figé, écoutant. C'était la première fois qu'on lui lisait quelque chose de beau. C'était la première fois qu'il se sentait exister dans un lieu qui n'était pas fait de souffrance. Il était dans la chambre de la fille du gouverneur, et elle lui lisait de la poésie. Ce moment de grâce, mes amis, fut de courte durée. Soudain, un bruit de pas lourds résonna dans le couloir juste devant la porte. Des pas d'hommes, des pas autoritaires. Isabelle se redressa, le visage livide. « Mon père !» chuchota-t-elle, terrifiée. Le gouverneur du bois était rentré plus tôt que prévu. S'il trouvait Toussaint dans la chambre de sa fille, c'était la fin pour Toussaint et un scandale terrible pour Isabelle. « Vite !» ordonna Isabelle, montrant du doigt un petit placard sombre, utilisé pour ranger les draps. « Cachez-vous !» Toussaint n'eut pas le temps de réfléchir. Il se jeta dans le placard exigu, tirant la porte derrière lui, juste au moment où la poignée de la chambre d'Isabelle tournait. Il était prisonnier, coincé entre les draps parfumés, entendant son cœur battre si fort qu'il craignait que le gouverneur ne l'entende depuis le couloir. La voix du gouverneur du bois, froide et tranchante comme une lame, emplit la pièce. « Isabelle, qu'est-ce que ce désordre? Et pourquoi cette porte est-elle fermée ?»« Père, » répondit Isabelle, essayant de paraître calme. « Je lisais, j'étais en train de ranger cette étagère, elle était bancale. »« L'étagère ? Tu devrais laisser ce genre de détails aux domestiques. Tu n'es pas ici pour t'occuper de menuiserie. Tu es ici pour te préparer au bal de samedi. J'ai des nouvelles importantes pour toi. » Toussaint, recroquevillé, entendait chaque mot. Il sentait la présence massive et terrifiante du gouverneur. Il priait tous les esprits qu'il connaissait pour que le gouverneur ne s'approche pas du placard. « Quelle nouvelle, père ?» demanda Isabelle, sa voix tremblante. Le gouverneur rit, un rire sec et sans chaleur. « Tu es une femme maintenant, Isabelle. Il est temps de penser à l'avenir de cette colonie. J'ai reçu l'accord du marquis de Valmont. Il arrivera le mois prochain. Vous êtes fiancés. » Dans le silence qui suivit cette annonce, Toussaint sentit le sol s'ouvrir sous lui. Fiancée. Isabelle était promise à un autre, un marquis, un homme de leur monde. Le rêve, l'étincelle, tout venait d'être écrasé, non par un fouet, mais par une simple annonce de mariage. Isabelle répondit, sa voix brisée, « Fiancée, mais je ne le connais pas. »« Tu le connaîtras, » trancha Dubois. « C'est un homme puissant. Ce mariage assure ma position auprès de l'empereur. Il n'y a pas de discussion, Isabelle. Prépare-toi à le recevoir. Et maintenant, va te coucher. Et la prochaine fois, laisse cette porte ouverte. J'ai horreur des secrets. » Le gouverneur sortit, claquant la porte derrière lui. Toussaint resta dans le noir, le souffle coupé, entendant les sanglots étouffés d'Isabelle. Elle pleurait, non pas parce qu'elle craignait d'être découverte, mais parce qu'elle était, elle aussi, enchaînée. Elle était la fille du gouverneur, mais elle n'était pas libre. Il attendit que les pleurs se calment. Il attendit 10 longues minutes jusqu'à ce qu'il n'entende plus que le vent. Il ouvrit doucement la porte du placard. Isabelle était assise sur son lit, le visage enfoui dans ses mains. « Il est parti », murmura Toussaint. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il y avait le même désespoir, la même rage impuissante qu'il portait en lui.
Ils étaient séparés par la couleur, par la loi, par le rang, mais unis par la chaîne invisible du gouverneur Dubois. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix rauque. Vous devez partir. Maintenant. Si mon père revient. » Toussaint s'approcha d'elle, rompant toutes les règles, et il posa le livre de poésie sur la table de nuit. « Je reviendrai, mademoiselle, dit-il, sa voix tremblante d'une promesse qu'il savait impossible. Je reviendrai pour l'étagère. » Il n'était plus question de bois. Il s'agissait de défier le destin, de défier le gouverneur, de défier la mort. Il sortit de la chambre aussi vite et silencieusement qu'il était entré, l'odeur du parfum d'Isabelle et les mots du poète gravés dans sa mémoire. En regagnant la nuit de la plantation, Toussaint savait que son cœur n'était plus à lui. Il appartenait désormais à une femme inaccessible. Et il savait aussi que pour être avec elle, il ne lui restait qu'une seule option, l'évasion. Non pas seulement la sienne, mais la leur. Et cela, en Martinique en 1806, était considéré comme le sommet de la folie. Un plan impossible venait de naître dans la tête de l'esclave. Il devait trouver un moyen de la revoir, malgré les fiançailles annoncées et le danger omniprésent du fouet et de la potence. Il devait devenir plus qu'un homme. Il devait devenir une ombre, un fantôme, s'il voulait seulement survivre assez longtemps pour échafauder le début de cette folie. Il devait devenir invisible. Ah, mes amis, si vous aviez pu voir la terreur et la détermination qui se sont mélangées dans les yeux de Toussaint cette nuit-là. Le cœur brisé, le corps tremblant, il est retourné à la case des esclaves. Il a marché sur la pointe des pieds, se glissant parmi les corps endormis, mais le sommeil, lui, ne voulait plus de lui. Il avait deux certitudes désormais. La première, il aimait Isabelle d'un amour qui défiait la potence. La seconde, le temps lui était compté. Le marquis de Valmont, ce nom résonnait comme un coup de marteau sur l'enclume de son destin. Les jours qui suivirent furent un enfer de patience et de dissimulation. Toussaint continuait son travail d'ébéniste, ses mains polissant le bois, mais son esprit était loin, traçant des cartes invisibles, évaluant les risques, calculant les distances. Il devait se faire oublier de Balthazar, ce chien de garde dont les yeux perçants ne rataient jamais un moment de faiblesse. Le contremaître, voyez-vous, avait senti le changement chez Toussaint. Il ne savait pas ce qui se tramait, mais il percevait la nouvelle tension, cette énergie dangereuse qui ne venait pas de la peur habituelle, mais d'une motivation secrète. « Tu traînes, Toussaint !» lui cracha Balthazar un matin, alors que l'esclave nettoyait les outils dans l'atelier. « Tes yeux sont rouges. Tu rêves de quoi? De liberté? Fais attention à tes rêves. Ils se terminent souvent par le fouet. » Toussaint ne répondit rien, se contentant de baisser la tête et d'intensifier son effort. Il savait que la discrétion était sa seule armée. Pourtant, il devait trouver un moyen de communiquer avec Isabelle. La promesse de l'étagère ne pouvait pas être tenue en plein jour. Il lui fallait un signal, un code, quelque chose qui n'éveillerait pas les soupçons de Clarisse ni ceux du gouverneur. Il fut rappelé à la grande case, quelques jours plus tard, non pas pour l'ébénisterie, mais pour déplacer des caisses de vin dans la cave. Une tâche ingrate, loin des yeux d'Isabelle. Mais Toussaint gardait l'œil ouvert. Il remarqua qu'Isabelle, depuis l'annonce de ses fiançailles, ne sortait plus dans le jardin. Elle restait confinée à l'étage, dans la bibliothèque du gouverneur, un endroit où Toussaint était autorisé à travailler de temps en temps pour l'entretien des rayonnages. Le lendemain, la chance lui sourit. On lui ordonna de dépoussiérer les hauts rayonnages de la bibliothèque. C'était une pièce immense, pleine de volumes reliés en cuir, d'ouvrages scientifiques et de cartes maritimes. Toussaint y travailla seul, perché sur une échelle branlante. Il arriva au rayon de poésie française, et là, ses doigts s'arrêtèrent. Le livre que Isabelle lui avait montré, celui qu'il n'avait pas pu lire, était là, à sa place. Mais il y avait quelque chose de différent. La tranche du livre n'était pas droite. Un minuscule morceau de papier blanc dépassait, à peine visible. Toussaint sentit l'adrénaline lui monter au cerveau. Il regarda autour de lui. Personne.
Il se pencha, fit glisser le papier et le cacha rapidement dans la paume de sa main calleuse. Il continua à épousseter les livres pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il puisse se retirer dans un coin sombre pour lire le message. C'était écrit au crayon, d'une écriture fine et pressée. Le manguier près du bassin abandonné. Ce soir, après minuit. J'ai peur. Le bassin abandonné. C'était un endroit parfait. Un vieux réservoir d'eau, envahi par la végétation, situé à l'extrême limite du jardin d'ornement, juste avant que ne commencent les champs de canne. C'était un lieu que même les domestiques évitaient, car on disait qu'il était hanté. La nuit vint, noire et lourde, comme une couverture de velours. Toussaint attendit l'heure fatidique. Dans la case, les autres esclaves dormaient d'un sommeil épuisé. Il se leva sans un bruit, son cœur tambourinant. Il enfila un vieux pantalon sombre et se glissa hors du dortoir. Marcher dans l'habitation la nuit était un acte de haute trahison. Le moindre bruit, la moindre lumière pouvait signifier la capture, la torture et la mort devant tous. Les patrouilles de Balthazar étaient régulières et impitoyables. Toussaint utilisa son instinct. Il marchait dans l'ombre des hangars, évitant les clairières de lune. Il entendait le craquement sec de la canne qui balançait dans la brise et le bourdonnement des insectes. Il arriva finalement au bassin abandonné. L'endroit était sinistre, les murs de pierre recouverts de mousse, et les racines des manguiers tordus s'accrochaient à la maçonnerie. Il attendit, dos à un tronc, se fondant dans le noir. Puis il entendit un léger bruit de pas, très délicat, venant de la direction de la grande case. C'était Isabelle. Elle apparut vêtue d'une simple robe sombre, la tête couverte d'un châle. Elle avait l'air d'un fantôme. Quand elle le vit, elle courut vers lui, sans se soucier du danger, et se jeta dans ses bras. Toussaint la serra fort, un geste qu'il n'aurait jamais cru possible, un geste qui était la quintessence de l'interdit. Il sentit la finesse de ses os, la douceur de ses cheveux, et il comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Toussaint !» murmura-t-elle contre son épaule. « J'ai cru que vous ne viendriez pas. »« Je suis là, mademoiselle, » répondit-il, sa voix grave. Elle recula, essuyant ses larmes. « Ne m'appelez pas mademoiselle, appelez-moi Isabelle. Je ne suis plus la fille du gouverneur ici. Je suis juste Isabelle. »« Isabelle, » répéta Toussaint, goûtant le nom sur sa langue. Il la fit asseoir sur le bord du bassin, à l'abri des regards. « Dites-moi tout sur ce marquis, » demanda Toussaint. Isabelle lui raconta l'horreur. Le marquis de Valmont n'était pas seulement riche, il était connu pour sa cruauté dans les colonies. Il possédait plusieurs plantations à Saint-Domingue et était célèbre pour ses méthodes brutales. Le gouverneur Dubois avait arrangé cette union pour consolider son pouvoir politique et financier. Mon père m'a dit que le mariage aura lieu le mois prochain, juste après son arrivée. Il ne me laisse plus sortir seul. Clarisse me suit partout, même à la bibliothèque. Elle est devenue ses yeux. La nouvelle était pire que ce qu'il avait imaginé. 1 mois. Toussaint avait 1 mois pour planifier et exécuter l'impossible. « Il faut partir, Isabelle, » dit-il simplement. Elle le regarda, les yeux écarquillés dans le noir. « Partir? Mais où? Comment? Il y a des gardes partout, Toussaint, et la mer est notre seule voie, » insista-t-il. « Mais pour cela, il nous faut de l'aide et de la connaissance. Je ne peux pas vous faire traverser l'île sans savoir où aller. » Toussaint, cet homme qui n'avait jamais vu d'autre monde que l'habitation Saint-Pierre, savait qu'il devait devenir un expert en évasion. « Écoutez-moi bien, » continua-t-il, sa voix se faisant plus autoritaire. « Vous devez agir comme si vous étiez heureuse. Vous devez parler du marquis avec impatience. Vous devez endormir la méfiance de votre père et de Clarisse. Moi, je vais chercher les moyens. » Isabelle hocha la tête, tremblante. « Qu'allez-vous faire? »« Je vais devenir une ombre, » répondit-il. Toussaint avait besoin de 2 choses vitales, de l'argent pour acheter un passage ou des provisions et des informations sur les marrons, les esclaves fugitifs qui connaissaient les routes secrètes à travers les mornes, les montagnes.
L'argent, c'était le plus facile et le plus dangereux. En tant qu'ébéniste, il lui arrivait de recevoir de petites pièces, des sous, pour des travaux non officiels. Il les cachait dans une cachette sous sa paillasse. Il n'en avait pas beaucoup, mais c'était un début. Pour les informations, il devait s'adresser à quelqu'un qui avait vu le monde avant les chaînes. Il pensa immédiatement à Mambo Cécile. Mambo Cécile était une vieille femme. Elle travaillait à la buanderie et avait les mains déformées par des décennies de lessive, mais elle avait les yeux vifs et le respect de tous. Elle était originaire du Congo et on disait qu'elle parlait avec les esprits de la forêt. Elle était la mémoire vivante de la plantation. Le lendemain, Toussaint trouva Cécile près de la rivière, en train de rincer du linge. C'était un lieu de rassemblement, donc sûr pour parler, tant qu'on parlait du temps et du travail. Toussaint s'approcha, l'air de l'aider à soulever une lourde bassine. « Bonjour, Mambo, » dit-il doucement. « Jeune homme, » répondit-elle, sans lever les yeux. Mais ses lèvres bougèrent à peine. « Tes pas sont lourds. Tu as l'air de porter plus de bois que d'habitude. Le bois est facile, Mambo. Ce sont les chaînes invisibles qui pèsent. » Elle s'arrêta de frotter. « Parle clairement. Les murs ont des oreilles ici. »« Je cherche une route, Mambo. Une route pour deux. » Cécile soupira, un son qui venait de la profondeur des âges. « Une route pour deux? Tu cherches le feu, Toussaint. Et pour qui? Une femme de ta couleur, ça va. Mais si c'est de l'autre côté, tu cherches le bûcher. » Toussaint savait qu'elle avait compris. Il n'avait pas besoin de prononcer le nom d'Isabelle. « Je dois le faire, Mambo. Je ne peux pas la laisser devenir la femme de ce marquis. » Cécile le regarda enfin. Ses yeux étaient d'un jaune trouble, plein de sagesse et de tristesse. « Les marrons sont dans les mornes du Nord, » chuchota-t-elle, reprenant son travail. « Ils ne font confiance à personne, surtout pas à ceux qui viennent de la grande case. Et ils n'aideront jamais un homme qui veut partir avec une blanche. Pour eux, c'est une trahison, une complication. » « Mais il doit y avoir un moyen d'arriver à la côte, » insista Toussaint. « Oui, » dit-elle, se penchant vers lui. « Il y a un sentier de contrebandier, près de la falaise aux serpents. Il est dangereux, mais il mène à une petite crique, où parfois les pêcheurs libres viennent la nuit. Mais il faut traverser le domaine du capitaine Rochefort, et il faut de l'eau, beaucoup d'eau. » Toussaint écouta, gravant chaque mot dans sa mémoire. Le sentier, la falaise aux serpents, le domaine Rochefort. « Et l'eau, Mambo. L'eau, c'est le réservoir des maîtres, mais il est surveillé. Tu dois faire des réserves. Et vite. » Il la remercia d'un hochement de tête. Mambo Cécile lui avait donné la première pièce du puzzle. Une direction. Maintenant, il fallait les moyens. Pendant les semaines qui suivirent, Toussaint se transforma en voleur et en espion. Son travail d'ébéniste lui donnait accès aux réserves de la maison. Il commença à détourner de petits objets, une vieille gourde en cuir, des morceaux de tissu solide, une petite quantité de poudre à canon pour allumer un feu, récupérée dans les réserves de chasse du gouverneur. Il cachait tout dans un tronc d'arbre creux, loin dans les bois, près de la limite du domaine. Sa tâche la plus dangereuse était d'obtenir de la nourriture. Il devait être extrêmement prudent pour ne pas éveiller les soupçons du cuisinier. Il réussit à subtiliser du manioc séché et des fruits secs, des aliments qui pouvaient se conserver. Pendant ce temps, il continuait de rencontrer Isabelle en secret. Leur rendez-vous, toujours court et terrifiant, avait lieu 2 fois par semaine, sous la protection du manguier. Isabelle, de son côté, jouait son rôle à la perfection. Elle riait au repas, parlait de la France et faisait semblant d'être excitée par l'arrivée du marquis. Mais quand elle était avec Toussaint, elle s'effondrait. « Père a reçu une lettre aujourd'hui », lui annonça-t-elle un soir, le visage décomposé. « Le marquis arrivera dans 2 semaines, pas un mois, 2 semaines, Toussaint !» Le délai était brutal. Toussaint sentit la panique monter, mais il la réprima. « 2 semaines, c'est assez, » mentit-il, bien que sachant que c'était presque impossible. « Nous devons partir dans les prochains jours. J'ai trouvé la route, mais il me faut de l'eau. »
Le réservoir d'eau de la grande case était un grand bassin de pierre alimenté par une source, essentielle pour la maison. Il était fermé par une grille cadenassée et surveillé par un garde de nuit posté à proximité. Toussaint ne pouvait pas se permettre d'être vu près de ce réservoir. Il devait trouver un moyen d'ouvrir la grille sans faire de bruit et de remplir la gourde. Il utilisa ses talents d'artisan. Il passa 2 jours à travailler sur un morceau de ferraille rouillé récupéré dans l'atelier. Il le plia, le limait, le façonna jusqu'à obtenir une sorte de crochet fin et résistant. Un outil simple, mais potentiellement salvateur. La nuit suivante, celle qu'il avait choisie pour sa tentative, l'air était chargé d'électricité, annonçant un orage lointain. Toussaint se glissa hors de la case, son cœur battant la cadence de l'urgence. Il atteignit la zone du réservoir. Le garde, un homme somnolent nommé Jean-Pierre, était assis sur un tabouret, sa lanterne à ses pieds, luttant contre le sommeil. Toussaint attendit, immobile, dans l'ombre épaisse d'un buisson de bougainvilliers. Il attendit que Jean-Pierre pique du nez, que sa tête tombe sur sa poitrine. Quand le silence fut complet, Toussaint rampa, centimètre par centimètre. Il sentait l'herbe humide sous ses paumes. Le bruit des criquets était assourdissant, heureusement. Il atteignit la grille. Le cadenas était lourd. Il inséra son crochet improvisé, ses mains tremblant légèrement. Il travailla lentement, avec la patience d'un homme qui connaît le bois, mais qui doit maintenant maîtriser le métal. Clic. Le cadenas s'ouvrit. Toussaint le retira délicatement, le posa sur le sol et ouvrit la grille juste assez pour se glisser à l'intérieur. Il remplit sa gourde. Le bruit de l'eau qui s'écoulait lui semblait aussi fort qu'une cascade. Il referma la gourde, se relevant. C'est à ce moment que tout faillit s'écrouler. Jean-Pierre, le garde, tout sauta bruyamment et se redressa. Il regarda autour de lui, grogna, puis se rassit, mais il avait allumé sa pipe, et l'odeur âcre du tabac flottait dans l'air. Toussaint était coincé à l'intérieur de l'enceinte du réservoir. Il ne pouvait pas bouger sans faire de bruit. Il resta figé, accroupi près du mur de pierre. Il entendait Jean-Pierre fumer, le frottement de ses vêtements, puis il entendit une autre voix, une voix qu'il reconnaissait avec horreur, Balthazar. « Jean-Pierre, tu dors encore, crétin !»« Non, monsieur Balthazar, je suis là, j'étais juste en train de... » « Je m'en fiche de ce que tu fais. Le gouverneur est nerveux. Il y a des rumeurs de mouvements d'esclaves dans le nord. On double les patrouilles. Et surtout... » Balthazar baissa la voix, mais Toussaint, à quelques mètres de là, entendait parfaitement. « Surveille bien les abords de la grande case. Le maître a l'intention de vendre une partie de son personnel avant le mariage. Il veut des visages neufs pour le marquis, et il veut se débarrasser des éléments trop pensifs. » Le sang de Toussaint se glaça. Être vendu. C'était une mort lente, une séparation définitive d'Isabelle. Et la mention des éléments trop pensifs était clairement dirigée contre lui, même si Balthazar ne le nommait pas. Balthazar poursuivit, sa voix pleine de mépris. « De plus, j'ai senti une odeur de bois neuf près de la maison. C'est cet artisan Toussaint. Je ne l'aime pas. Il a des manières trop... respectueuses. Si tu le vois rôder, tu tires sans sommation. Le maître a donné l'ordre. » Toussaint comprit. Il était sur la liste. Il devait partir immédiatement, bien avant le délai des 2 semaines. Balthazar s'éloigna, laissant derrière lui une menace palpable. Toussaint attendit que le silence revienne, que Jean-Pierre reprenne son assoupissement. Enfin, il sortit du réservoir, referma le cadenas et s'éclipsa en portant la gourde pleine. Il se rendit directement au manguier. Il savait qu'Isabelle l'attendrait, car il lui avait dit que c'était la nuit de l'eau. Elle était déjà là, plus nerveuse que jamais. « Toussaint, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu Balthazar. » « Il a renforcé la sécurité, et il veut me vendre, » dit Toussaint sans détour. Il lui tendit la gourde. « L'eau est là, nous partons demain soir. » Isabelle pâlit, mais il vit dans ses yeux verts la détermination qu'elle partageait avec lui. « Demain soir? Mais comment ?»« J'ai besoin d'une dernière chose, Isabelle, » dit Toussaint, s'approchant d'elle.
J'ai besoin de quelque chose qui nous donnera quelques heures d'avance, quelque chose qui fera diversion, qui forcera les gardes à se concentrer loin de la falaise aux serpents. Il lui expliqua son plan, un plan simple, mais qui nécessitait un courage immense de sa part. Le bal de fiançailles aura lieu la semaine prochaine, expliqua Toussaint. Mais demain soir, votre père a une réunion importante avec les officiers, dans la grande case. Tous les domestiques seront en alerte. Et après ? Demanda Isabelle, sa voix n'était plus qu'un souffle. Vous devez créer le chaos, dit Toussaint. Quand je vous ferai signe, vous devez allumer un feu, Isabelle. Un petit feu, mais visible, au seul endroit où l'on ne s'attend pas à le voir. Il désigna la toiture en bardeaux de l'atelier de menuiserie, juste à côté des écuries. Si l'atelier prend feu, Balthazar et les gardes vont courir là-bas pour sauver les chevaux et les outils précieux. Ce sera la panique. Et pendant qu'ils regardent le feu, nous filons vers le nord. Isabelle fixa l'atelier puis le regarda, les yeux brillants de terreur. Mettre le feu à la propriété de son père, c'était un acte de sabotage criminel. Un acte qui la placerait hors la loi pour toujours. « Si je fais ça, il n'y aura plus de retour possible, » murmura-t-elle. « Il n'y a plus de retour possible de toute façon, Isabelle, » dit Toussaint. « Vous ne pouvez pas épouser le marquis, et je ne peux pas être vendue. Demain soir, soyez prête, habillez-vous de couleur sombre, et n'apportez rien, sauf l'essentiel. » Il la quitta, laissant derrière lui une femme qui venait de renoncer à son nom, à sa fortune, à sa vie confortable, pour une chance infime de liberté avec un esclave. Toussaint retourna à son dortoir, mais il ne dormit pas. Il passa le reste de la nuit à affûter le couteau qu'il utilisait pour le bois et à revoir mentalement la carte que Mambo Cécile lui avait donnée. La traversée des champs, le domaine de Rochefort, la falaise aux serpents. La tension était telle qu'il sentait son corps vibrer. Le jour suivant fut interminable. Toussaint travailla près de la grande case, sous l'œil vigilant de Balthazar, qui semblait désormais le suivre partout. Vers la fin de l'après-midi, Toussaint fut envoyé près de l'atelier de menuiserie pour y ranger des planches. C'était son occasion. Il prit un fagot de copeaux de bois secs, les plus inflammables, et les dissimula sous une pile de vieilles toiles, juste sous les bardeaux. Il y laissa également la petite quantité de poudre à canon qu'il avait économisée. Il regarda le ciel. Le soleil commençait à rougir l'horizon. L'heure de la réunion du gouverneur approchait. Toussaint savait qu'il ne pourrait plus revoir Isabelle avant l'heure H. Il devait maintenant faire confiance à l'amour qu'elle lui portait et au désespoir qu'elle partageait. Il devait espérer qu'elle trouverait le moyen de se faufiler hors de la maison, de trouver les copeaux cachés et d'allumer le feu de leur liberté. Il se retira vers les champs de canne, comme si sa journée était terminée. Il se cacha près de la lisière de la forêt, attendant le signal. Il était armé de sa gourde, de son couteau et d'une détermination froide. L'obscurité s'épaissit. Toussaint entendit les bruits de la réunion dans la grande case. Des rires d'hommes, le cliquetis des verres. Le gouverneur du bois était occupé, confiant dans la sécurité de son domaine. L'attente était insoutenable. Chaque minute durait une éternité. Toussaint regardait l'atelier, priant pour que le vent ne souffle pas trop fort. Puis, il vit une ombre furtive glisser hors de la maison. Petite, agile, c'était Isabelle. Elle se dirigea vers l'atelier. Toussaint retint son souffle. Il la vit s'agenouiller près de la pile de bois. Elle devait avoir une allumette ou un silex. Une petite lueur orange apparut, vacilla, puis se renforça. La poudre prit. En une fraction de seconde, une colonne de fumée épaisse s'éleva, suivie d'une flamme vive qui lécha les bardeaux secs. Le feu était là, au milieu du domaine. Le silence fut brisé par un cri aigu. « Au feu! Les écuries !» Immédiatement, la grande case s'anima. Des voix hurlèrent. Toussaint entendit le gouverneur Dubois rugir des ordres et le sifflement strident de Balthazar appelant les gardes. La diversion était en place. La panique était totale. Toussaint sortit de sa cachette. Il devait trouver Isabelle maintenant. Il la vit courir vers lui, son visage éclairé par les flammes naissantes. Elle était arrivée. « Oh, c'est fait !» dit-elle haletante. « Venez !»
ordonna Toussaint. Il la prit par la main, et ensemble, l'esclave et la fille du gouverneur, ils se jetèrent dans la nuit, vers le nord, vers la falaise au serpent. Le chemin de l'évasion impossible commençait. Ils avaient quelques heures d'avance, mais l'odeur du feu et la rage de Dubois allèrent bientôt s'abattre sur eux. Ils étaient désormais des marrons, traqués par l'homme le plus puissant de l'île. Leur survie dépendait de la forêt et de la mer. Ah, mes amis, vous sentez cette odeur, l'odeur âcre de la fumée qui monte vers le ciel noir. C'est l'odeur de la rébellion, l'odeur d'un esclave qui a dit non à la mort et qui a entraîné la fille du gouverneur dans sa folie. Toussaint tenait la main d'Isabelle et ils couraient. Ils ne couraient pas comme des coureurs, mais comme des animaux traqués, avec une énergie brute que la peur seule pouvait donner. Ils se jetèrent d'abord dans les champs de canne à sucre. La canne, si douce et si sucrée à goûter, était un enfer à traverser. Les feuilles, plus tranchantes que des lames de couteau, lacéraient les vêtements et la peau. Isabelle, élevée dans la soie et le coton fin, trébuchait à chaque pas. Ses fines chaussures de ville étaient inutiles ici. Elles s'enfonçaient dans la terre molle, s'accrochaient aux souches. Toussaint, habitué à la marche pieds nus et aux chemins les plus rudes, était son ancre. « Par ici !» chuchotait-il, sa voix à peine audible, au milieu du vacarme lointain de la plantation. Derrière eux, le chaos était complet. Le feu, attisé par la brise, dévorait l'atelier de menuiserie. Les cris de panique des domestiques, les ordres aboyés par le gouverneur du bois, tout cela formait une cacophonie terrifiante. Et au milieu de ce bruit, un son plus précis, plus menaçant, le galop de plusieurs chevaux, se dirigeant vers le nord. « Balthazar !» cracha Toussaint. Il savait que le contremaître, avec sa haine viscérale, serait le premier à les poursuivre. Il devait quitter les champs. Les rangées de cannes étaient des pièges, faciles à encercler. Toussaint les tira vers les mornes, les collines escarpées et boisées qui formaient le cœur sauvage de la Martinique. L'ascension commença. C'était une épreuve pour Isabelle. Elle n'avait jamais connu la fatigue physique. Elle s'accrochait aux racines, glissait sur la terre humide. Sa robe sombre, choisie pour la discrétion, était maintenant déchirée et couverte de boue. « Je n'y arrive pas », souffla-t-elle, s'arrêtant, le souffle coupé, les poumons en feu. Toussaint se retourna. Il vit la détresse dans ses yeux, mais aussi la détermination. Elle ne pleurait pas. Elle luttait contre son corps qui la trahissait. « Si vous vous arrêtez, nous sommes morts, Isabelle, » dit-il sans douceur. Il ne pouvait pas se permettre la pitié. Il la souleva, passant son bras sous ses aisselles, la tirant vers le haut. Il sentait la légèreté de son corps contre la puissance de ses muscles endurcis par le travail. Pour la première fois, leur différence de force n'était pas une question de classe, mais de survie. « Tenez-vous à moi, je suis fort. » Elle obéit, s'accrochant à son épaule. Ils continuèrent ainsi, Toussaint portant une partie de son poids. Ils montaient, laissant derrière eux la lumière rouge du feu qui dansait sur les nuages. Quand ils atteignirent le sommet de la première colline, le silence revint, seulement troublé par le chant des grenouilles. Toussaint se cacha dans un bosquet de bambous, tirant Isabelle contre lui. Il écouta. Le son des chevaux s'était éloigné. Balthazar avait pris la mauvaise direction, suivant probablement une route carrossable, cherchant à couper leur fuite par les chemins les plus évidents. « Ils pensent que nous allons vers le sud, vers la capitale, » murmura Toussaint. « Ils ne pensent pas que nous serions assez fous pour aller vers les mornes du nord. » Isabelle s'effondra, assise sur le sol. Toussaint lui tendit la gourde. Elle but avidement l'eau fraîche du réservoir de son père, une ironie qu'elle ne remarqua même pas. « Nous devons jeter ces vêtements, » dit Toussaint, examinant sa robe déchirée. « Ils sont trop voyants, et vos pieds... » Il s'agenouilla et examina ses pieds. Les fines chaussures étaient inutilisables. La peau délicate de ses talons était rouge et écorchée. « Je ne peux pas marcher pieds nus, Toussaint. »« Vous le devez, » répondit-il. Mais il ne pouvait pas la laisser blesser. Il se rappela le tissu solide qu'il avait volé. Il ouvrit son petit sac, sortit un morceau de toile épaisse qu'il avait prévu pour emballer des provisions, et se mit à déchirer des bandes. Il banda les pieds d'Isabelle, les enveloppant soigneusement,
comme un médecin. « Ça tiendra un moment, dit-il. Mais vous devez marcher doucement. » Le reste de la nuit fut une marche douloureuse et lente. Toussaint utilisait la lune pour s'orienter, se fiant à la position des étoiles que Mambo Cécile lui avait apprise. Il évitait les sentiers, préférant l'épaisseur des sous-bois, plus difficiles mais plus sûrs. Au lever du soleil, ils trouvèrent refuge sous un immense fromager, un arbre sacré pour les esclaves, dont le tronc massif offrait une cachette parfaite. La lumière du jour révéla l'état d'Isabelle. Elle était pâle, couverte de piqûres d'insectes, ses cheveux en désordre. Elle avait l'air d'une naufragée. « Vous avez faim, dit Toussaint. Il sortit le manioc séché. C'était une nourriture dure, sans goût, mais nourrissante. Isabelle le mangea sans se plaindre. Elle avait dépassé le stade du dégoût. Elle était dans le monde de Toussaint maintenant. Un monde où la survie était la seule règle. « Nous sommes loin de la plantation ?» demanda-t-elle, sa voix plus forte après avoir mangé. « Assez loin pour l'instant, » répondit Toussaint. « Mais le danger est devant nous. Nous devons traverser le domaine du capitaine Rochefort. » Le nom de Rochefort suffisait à faire trembler n'importe quel habitant de l'île. Le capitaine Rochefort était un ancien officier de marine, propriétaire d'une plantation de tabac et d'indigo, connu pour sa discipline militaire et ses chiens de chasse. On disait que Rochefort entraînait ses hommes et ses bêtes à traquer les marrons avec une efficacité terrifiante. Ils restèrent cachés toute la journée. Toussaint dormit par courtes périodes, l'oreille aux aguets. Isabelle, épuisée, dormit profondément, un sommeil sans rêve. Quand le soleil commença à décliner, Toussaint la réveilla. « Il faut y aller. Nous avons besoin de l'ombre du soir pour traverser Rochefort. » Ils reprirent leur marche, descendant dans une vallée étroite où l'air était lourd et humide. Toussaint avait repéré un ruisseau qu'il fallait suivre. L'eau masquerait leurs traces, mais le chemin serait plus long. Ils marchèrent dans le lit caillouteux du ruisseau, l'eau leur arrivant aux chevilles. « Le domaine de Rochefort est grand, » expliqua Toussaint. « Il s'étend jusqu'à la mer. Nous devons le traverser par le milieu, en évitant les champs cultivés. Les sentinelles sont postées autour des récoltes. » Isabelle marchait avec plus de détermination maintenant. Elle avait appris à placer ses pieds. Elle avait appris à ne plus s'accrocher à lui pour chaque pas, mais à utiliser son propre équilibre. Après une heure de marche difficile, Toussaint s'arrêta brusquement. Il leva une main signalant le silence absolu. Ils étaient sortis du ruisseau et se trouvaient dans un sous-bois dense. Devant eux, à travers les feuilles, ils pouvaient voir une clairière. Et dans cette clairière, une clôture de fils de fer barbelés, rustique mais efficace. « La limite de Rochefort », murmura Toussaint. Mais ce n'était pas la clôture qui l'inquiétait. C'était le bruit. Un bruit lointain mais distinct, le jappement sec d'un chien de chasse. « Ils patrouillent avec les chiens », dit Toussaint, le cœur serré. Il savait que les chiens de Rochefort étaient entraînés à sentir la peur et la sueur. Leur odeur, mêlée de terre et de feuilles, était leur seule protection. « Nous devons nous couvrir », dit Toussaint. Il se mit à ramasser de la boue humide, des feuilles écrasées et de la sève de plante. Il en fit une pâte malodorante et commença à l'appliquer sur ses bras, son visage et ses vêtements. Isabelle le regarda, horrifiée. C'était la dernière once de dignité qu'elle perdait. « Faites-le, Isabelle », dit Toussaint, la regardant droit dans les yeux. « Si vous sentez le parfum de la grande case, le chien nous trouvera. » Elle prit une poignée de boue et l'étala sur son visage. Elle se couvrit les cheveux. Elle sentait l'humiliation, mais la peur était plus forte. Quand elle eut fini, elle était méconnaissable, une créature de la forêt sale et sombre. Toussaint hocha la tête, satisfait. « Maintenant, nous marchons contre le vent, et si nous les entendons, nous nous figeons. » Ils rampèrent sous la clôture, coupant leur dernière réserve de tissu sur les barbelés. Ils étaient dans le territoire de Rochefort. Ils avancèrent lentement, dans une tension insoutenable. Le jappement des chiens se rapprochait, puis s'éloignait, signalant le mouvement des patrouilles.
Toussaint utilisait son intuition d'esclave pour se déplacer. Il savait où le sol craquait, où les feuilles étaient trop sèches. Il se déplaçait avec la fluidité d'un serpent. Puis, le danger fut imminent. Ils se trouvaient dans un petit ravin quand ils entendirent les voix. 2 hommes parlant fort, et le halètement de 2 gros dogs. Ils étaient juste au-dessus du ravin. « Je te dis qu'ils sont partis vers la côte !» disait une voix rocailleuse. « Le feu était une diversion. Dubois va payer cher s'il s'échappe. »« Alors, on les trouvera, » répondit l'autre. « Les chiens de Rochefort ne ratent jamais leur proie. » Toussaint et Isabelle se jetèrent à plat ventre, se couvrant de feuilles mortes. Le cœur d'Isabelle battait si fort qu'elle craignait que le bruit ne les trahisse. Les chiens arrivèrent au bord du ravin. Toussaint sentit l'odeur âcre des bêtes. Il entendit leur museau renifler l'air juste au-dessus de sa tête. Un des chiens, un molosse noir, descendit quelques mètres dans le ravin, attiré par une odeur. Il s'approcha dangereusement. Toussaint ne bougea pas. Il se concentra sur sa respiration, la ralentissant au maximum. Il se fit pierre, terre. Isabelle était à côté de lui, tremblante. Elle ferma les yeux, certaine que c'était la fin. Le chien renifla juste à côté de Toussaint, s'approchant de sa main. Toussaint réalisa que le chien avait senti le manioc séché qu'il tenait encore dans sa paume. C'était un risque fou. Toussaint ouvrit légèrement sa main, laissant tomber un petit morceau de manioc au sol. Le chien le renifla, hésita, puis le mangea. Une friandise inattendue. « Qu'est-ce que tu fais, Brutus » cria le garde. Le chien, ayant eu sa récompense, remonta, jappant d'ennui, et rejoignit son maître. Les voix et les pas s'éloignèrent. Toussaint attendit encore 5 minutes, jusqu'à ce que le silence soit total. Il se redressa, essuyant la sueur froide de son front. Il regarda Isabelle. Elle était en état de choc, mais vivante. « Nous continuons, » dit-il. Le reste de la traversée du domaine Rochefort fut un cauchemar de vigilance. Ils marchèrent pendant des heures, évitant les lumières des cases des esclaves de Rochefort, traversant des champs de tabac à l'odeur forte. Finalement, vers l'aube, ils virent le signe qu'ils attendaient. Le terrain commençait à descendre abruptement, et ils sentaient l'odeur salée de la mer. Ils avaient atteint la zone de la falaise aux serpents. C'était un endroit magnifique et terrifiant. La côte était déchiquetée, avec des falaises de roches noires plongeant dans l'océan. Le vent y soufflait fort, et le bruit des vagues qui se brisaient était assourdissant. « Mambo Cécile a parlé d'un sentier de contrebandiers, » dit Toussaint, cherchant des yeux. Il fallait trouver un passage qui descendait jusqu'à la crique. Il chercha les signes d'un passage fréquenté. Des pierres déplacées, des branches cassées, des marques sur les rochers. Il les trouva dissimulés sous une épaisse végétation d'agave. Le sentier était à peine visible, étroit et extrêmement dangereux. Une glissade, et c'était la chute mortelle. Toussaint commença la descente. Il devait être extrêmement prudent avec Isabelle, dont les pieds bandés n'offraient qu'une adhérence minimale. Il descendit le premier, testant chaque appui. Il se retourna et lui offrit sa main. « Ne regardez pas en bas, Isabelle, regardez-moi, et faites exactement ce que je fais. » Elle le regarda, et dans ses yeux, il y avait une confiance totale. Elle avait mis sa vie entre les mains de cet homme qu'elle avait à peine connu il y a quelques semaines. La descente fut lente, éprouvante. Il devait se cramponner aux racines, se laisser glisser sur certaines sections. Le soleil s'était levé, et le ciel était d'un bleu éclatant, mais ils étaient toujours dans l'ombre de la falaise. Enfin, ils arrivèrent en bas. La crique était petite, isolée, un croissant de sable noir et de galets. L'eau turquoise était agitée par les vagues. Il y avait des grottes dans la falaise, offrant un abri. Mais la crique était vide. Pas de bateau, pas de pêcheurs, rien que le bruit de la mer. Toussaint sentit une vague de découragement l'envahir. Ils avaient marché toute la nuit, risqué leur vie, pour arriver à un point mort. « Maintenant, nous attendons, » dit-il, sa voix résonnant de fatigue. Ils se réfugièrent dans une petite grotte, à l'abri du vent.
Toussaint vérifia ses maigres provisions. Il ne restait que de l'eau et quelques morceaux de manioc. Il ne pouvait pas attendre longtemps. S'il restait plus d'une journée, les patrouilles de Dubois ou de Rochefort finiraient par les trouver, en ratissant la côte. « Toussaint, demanda Isabelle, sa voix faible, si le marquis arrive, est-ce que mon père sera très en colère ?» Toussaint la regarda. Elle posait la question d'une enfant qui craint une punition. « Votre père sera fou de rage, Isabelle. Il aura perdu non seulement sa fille, mais aussi son honneur et son alliance politique. Il mettra tout en œuvre pour nous retrouver. Et Balthazar, il sera le plus dangereux. Pourquoi Balthazar me déteste tant? Il ne vous déteste pas, expliqua Toussaint. Il déteste ce que vous représentez. Vous êtes le symbole de la fragilité de leur pouvoir. Si une blanche et la fille du gouverneur peut choisir un esclave plutôt que son propre monde, c'est que tout est faux. C'est que l'ordre qu'ils ont construit sur nos dos peut s'effondrer. C'est pour cela qu'ils nous tueront. Non pas pour l'amour, mais pour l'exemple. Isabelle comprit la gravité de leur situation. Ils n'étaient plus deux amants qui s'enfuyaient. Ils étaient les étincelles d'une révolution potentielle que le gouverneur devait éteindre à tout prix. Ils passèrent la journée dans la grotte, observant la mer. Toussaint expliqua à Isabelle ce qu'il savait des pêcheurs libres. C'étaient des hommes de couleur affranchie, ou des métis, qui vivaient en marge de la société coloniale. Ils étaient souvent impliqués dans la contrebande entre les îles. Ils étaient leur seul espoir. Ils viennent la nuit, dit Toussaint, si la mer est calme. L'attente était une torture. Ils se parlaient peu, conservant leur énergie. Toussaint utilisait son couteau pour sculpter un petit sifflet dans un morceau de bois flotté. Il voulait avoir un moyen d'attirer l'attention sans crier. Alors que le crépuscule arrivait, teignant le ciel de pourpre et d'or, Toussaint se rendit à l'entrée de la grotte. Il regarda vers le large. Et là, il vit quelque chose. Loin, à l'horizon, une petite voile sombre. Son cœur se mit à battre la chamade. C'était peut-être un pêcheur libre, ou alors c'était une patrouille de la marine française. Toussaint attendit que l'obscurité soit presque totale. Il sortit de la grotte, se dirigea vers le bord de l'eau et souffla dans le sifflet. C'était un son aigu et bref qui se perdait presque dans le bruit des vagues. Il attendit. Quelques minutes plus tard, il entendit une réponse. Un sifflement identique, venant du large. La voile se rapprochait, lentement. C'était une petite yole, un bateau de pêche typique de la région manœuvré par un seul homme. Toussaint fit un pas en avant, sortant de l'ombre. « Qui va là ?» cria l'homme sur le bateau, d'une voix rauque. « Un ami de Mambo Cécile » répondit Toussaint, utilisant le code que la vieille femme lui avait donné. « Nous cherchons le passage vers le sud. » Le pêcheur, un homme robuste avec un turban rouge, ramena son bateau vers la crique. Il jeta l'ancre dans l'eau peu profonde. « Je m'appelle Marius », dit le pêcheur les yeux méfiants. « Cécile m'a dit qu'elle pourrait avoir besoin d'un passage pour un de ses neveux, mais elle ne m'a pas parlé d'une... » Marius s'interrompit brusquement, car Isabelle sortit de l'ombre de la grotte. Elle était sale, boueuse, mais son teint clair et ses traits fins étaient impossibles à cacher. Le pêcheur, Marius, comprit immédiatement. Il regarda Toussaint, puis Isabelle, et il secoua la tête, incrédule. « Mon Dieu !» souffla Marius. « C'est la fille du gouverneur. Toussaint, vous êtes fou !»« Nous devons partir, Marius !» insista Toussaint, s'approchant du bord de l'eau. « Nous avons de l'argent, et nous avons besoin de vous pour nous emmener loin de cette île. » Marius hésita. Aider un esclave en fuite était dangereux. Aider l'esclave en fuite avec la fille du gouverneur, c'était un suicide garanti, et cela mettrait en danger toute sa communauté de pêcheurs libres. « Dubois va faire brûler toute la côte pour vous retrouver, » dit Marius. « Je ne peux pas vous emmener à la Dominique, c'est trop loin. »« Alors, où ?» demanda Toussaint désespéré. Marius regarda la mer. « Je peux vous emmener à la presqu'île des Salines. C'est au sud de l'île, un endroit désertique, plein de marais salants. Personne n'y va. Vous pourrez vous cacher là-bas pendant quelques jours. C'est une petite étape, mais c'est tout ce que je peux faire.
Après, vous devrez trouver un autre moyen de quitter l'île. » Toussaint savait que c'était leur seule chance. Ils ne pouvaient pas rester dans la crique. « Entendu, Marius, nous prenons les salines. » Il se tourna vers Isabelle. « Montez. » Isabelle, sans un mot, entra dans l'eau froide et monta à bord du frêle esquif. Toussaint la suivit, lui donnant son petit sac de provisions. Marius regarda l'argent que Toussaint lui tendait, les quelques sous qu'il avait économisés. C'était peu, mais le geste était là. Le pêcheur hissa la voile et la yole s'éloigna de la côte. Toussaint et Isabelle restèrent assis côte à côte, le vent salé sur leurs visages. Ils regardaient la Martinique s'éloigner dans l'obscurité. Ils étaient en mer, libres pour un instant, mais le danger était plus grand que jamais. Ils n'étaient qu'à quelques kilomètres de la fureur du gouverneur Dubois, qui à cet instant précis devait être en train de déchaîner l'enfer sur son habitation. Pendant ce temps, à Saint-Pierre, le gouverneur Dubois était effectivement entré dans une rage noire. Le feu avait été maîtrisé, mais les dégâts étaient considérables. Le gouverneur, le visage déformé par la colère, se tenait au milieu des cendres fumantes de son atelier. Balthazar s'était précipité, haletant, après avoir raté les fugitifs sur la route du sud. « Ils sont partis, maître », dit Balthazar, la peur dans la voix. « Le feu était une ruse, ils ne sont pas sur la route principale. »« Isabelle est-elle dans sa chambre ?» hurla Dubois. Un domestique tremblant revint de la grande case. « Non, maître, sa chambre est vide et il y a de la boue partout sur le plancher, maître. » Dubois comprit. Sa fille, sa fierté, avait fui avec un esclave. L'humiliation était intolérable. « Toussaint !» rugit-il, son nom résonnant dans la nuit. « Je veux qu'on retrouve ces deux-là, pas vivants, pas l'esclave. Et ma fille, ramenez-la, même attachée. » Il se tourna vers Balthazar. « Tu vas réquisitionner des hommes, tu vas avertir Rochefort, et tu vas envoyer un message à la garnison du Sud. S'ils ont pris la mer, ils ne peuvent pas être loin. Je veux des patrouilles sur toutes les criques. Si quelqu'un les a aidés, je le ferai pendre avec toute sa famille. » La chasse était lancée. Une chasse qui n'était pas seulement pour la capture, mais pour la vengeance. Dubois ne cherchait pas à récupérer sa fille. Il cherchait à restaurer l'ordre colonial brisé par cet acte d'amour et de défi. Sur la yole, Toussaint regardait la petite flamme vacillante de la Martinique s'éloigner. Il savait que chaque vague les rapprochait de la liberté, mais aussi de l'inconnu le plus total. La presqu'île des Salines était un refuge temporaire, mais après, ils avaient besoin de trouver un moyen de quitter les eaux françaises. Ils avaient besoin de contact, d'un capitaine prêt à risquer la potence pour les emmener. Toussaint serra la main d'Isabelle. Elle était froide. « Nous y arriverons, Isabelle », lui promit-il, une promesse qui ne tenait qu'à un fil de vent et de courage. « Nous y arriverons », mais le voyage vers les Salines était long, et le matin allait apporter les navires de Dubois. Ils n'avaient pas encore gagné leur première bataille contre la mer et contre la fureur du gouverneur. Leur destin, désormais, dépendait de la discrétion de Marius et de la chance. Et la chance, dans ce monde, était une denrée rare pour ceux qui portaient à la couleur de Toussaint. Ils devaient trouver un havre avant que la Martinique ne se réveille avec la nouvelle de leur évasion. Une nouvelle qui allait secouer l'île entière. Le voyage vers la presqu'île des Salines fut un supplice. La yole de Marius était petite, et les vagues de la mer des Caraïbes, même par une nuit relativement calme, secouaient le frêle esquif. Isabelle, épuisée et malade, s'accrochait au bord du bateau. Toussaint la tenait, son corps servant de bouclier contre les embruns. Marius, le pêcheur, ramait avec une force tranquille, son visage sombre et grave. Il savait qu'il transportait une bombe à retardement. « Nous arrivons », annonça Marius à l'approche de l'aube. Le soleil se levait sur la pointe sud de la Martinique, révélant un paysage étrange. Une longue bande de terre, plate et désertique, couverte de bassins d'eau salée et de mangroves tordues. Les Salines portaient bien leur nom, un lieu inhospitalier, mais parfait pour se cacher. Marius accosta dans une petite anse, cachée par des palétuviers. « Vous devez vous enfoncer dans les mangroves », leur dit-il, sa voix pressée. « Le sol est boueux,
mais c'est votre seule chance. Je reviens vers minuit, pas avant. Je dois aller pêcher pour ne pas éveiller les soupçons. » Toussaint le remercia, lui offrant le reste de son argent. Marius refusa, secouant la tête. « Gardez-le. Vous en aurez besoin plus tard. Ce que vous faites est plus important que l'argent. Mais je vous le dis, Toussaint, si on me prend, je ne vous connais pas. Je comprends, Marius, que les esprits vous protègent. » Marius repartit, laissant Toussaint et Isabelle seuls sur cette terre de sel. Ils se glissèrent dans le labyrinthe des racines de palétuvier. L'air était lourd, saturé de l'odeur de vase et de l'eau stagnante. Le sol était une boue épaisse qui aspirait leurs pieds. Isabelle, malgré la douleur de ses pieds bandés, marchait sans se plaindre, poussée par la peur et la détermination. Ils trouvèrent un petit tertre de terre sèche, à l'abri des regards, où ils purent s'asseoir. La journée fut longue et angoissante. Ils n'avaient pas de vue sur la mer, mais ils entendaient les bruits lointains de l'île, le vent, les oiseaux marins et, plus inquiétant, le bruit régulier des hélices lointaines. « Ils cherchent » murmura Isabelle, blottie contre Toussaint. Toussaint ne répondit pas. Il écoutait, son esprit tendu comme un arc. Il savait que Dubois ne se contenterait pas de patrouilles terrestres. Tôt ou tard, il enverrait des navires légers pour ratisser la côte. Vers midi, le danger se matérialisa. Un bruit de pas lourds résonna non loin de leur cachette. Puis, la voix, familière et haïe, claqua dans l'air. « Par ici, les gars, les salines, c'est le seul endroit où un pêcheur aurait pu les déposer sans être vu. Cherchez les traces. » C'était Balthazar. Il avait deviné leur destination. Toussaint se figea, tirant Isabelle plus profondément sous les racines. La boue était leur meilleur ami, masquant leur odeur. Ils entendirent les hommes de Balthazar patauger dans la vase, maudissant la chaleur et le terrain. « Le maître est fou de rage », entendit Toussaint. « Il a promis une prime à celui qui ramènera sa fille et la tête de cet esclave. » Le bruit se rapprochait. Toussaint sentit le poids de son couteau dans sa main. Il n'y avait pas de place pour la fuite ici. S'ils étaient découverts, ce serait un combat à mort. Un homme s'approcha dangereusement, si près que Toussaint pouvait entendre sa respiration. Puis, un cri de dégoût. « Pouah, c'est plein de moustiques ici. On ne trouvera rien dans cette fange, Balthazar. »« On cherche !» hurla le contremaître, qui semblait être à quelques mètres de l'autre côté d'un rideau de palétuvier. « Cet animal de Toussaint est intelligent, il a dû se cacher dans la boue. » Toussaint et Isabelle restèrent immobiles, la boue jusqu'aux genoux. Ils attendaient. Le temps s'étira, insoutenable. Finalement, Balthazar, frustré par le terrain et la chaleur, donna l'ordre de se replier vers la plage pour chercher des traces de pas dans le sable. « On reviendra demain avec les chiens de Rochefort », promit Balthazar, un serment qui résonna comme une condamnation à mort. Le bruit s'éloigna lentement. Toussaint attendit 1 heure de plus, par pure prudence, avant d'oser bouger. Il devait partir des salines avant le retour de Balthazar et des chiens. Il ne pouvait pas attendre la nuit. « Nous ne pouvons pas rester », dit Toussaint à Isabelle. « Les chiens nous trouveront. Nous devons retourner à la crique où Marius nous a déposés et prier pour qu'un bateau passe. » Ils se frayèrent un chemin à travers la mangrove, luttant contre la boue jusqu'à la petite plage. Quand ils arrivèrent, le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de couleurs violentes. La mer était agitée, mais il n'y avait aucun signe de Marius. « Il ne viendra pas avant minuit, » dit Toussaint. « Nous devons trouver un abri sur la plage, mais nous devons être prêts à courir. » Ils s'installèrent sous un rocher, observant l'horizon. L'urgence était totale. Toussaint se rappelait les paroles de Mambo Cécile sur les pêcheurs libres et les contrebandiers. Ils utilisaient souvent les salines comme point de rendez-vous. Il prit son sifflet de bois flotté et souffla 3 notes courtes. Le son était faible, mais il voyageait sur l'eau. Il répéta le signal. Rien. Seulement le bruit des vagues. Isabelle posa sa main sur le bras de Toussaint. « Que faisons-nous s'ils reviennent ?»« Nous allons dans l'eau, » répondit Toussaint. « Nous nagerons jusqu'à ce que nous ne puissions plus, mais je ne me ferai pas prendre, et vous non plus.
Alors que l'obscurité tombait, Toussaint souffla une dernière fois dans le sifflet, un son aigu, désespéré. Et cette fois, il y eut une réponse. Non pas un sifflement, mais un flash de lumière, très loin, vers le large. Une lampe à huile clignotait 3 fois. « Un bateau !» s'exclama Isabelle, la voix pleine d'espoir. Toussaint se redressa. C'était une communication codée. Il répondit avec 2 flashs rapides, utilisant le reflet de son couteau sur la lune naissante. La lumière répondit par un flash long. 1 heure plus tard, dans l'obscurité totale, un navire apparut. Ce n'était pas une yole, mais un petit brigantin, plus gros, avec 2 mâts. Il portait des voiles sombres, et il naviguait sans lumière. C'était un navire de contrebande, sans aucun doute. Toussaint se dirigea vers l'eau, agitant les bras. Le brigantin s'arrêta à une centaine de mètres du rivage. Une chaloupe fut mise à l'eau, ramée par 2 hommes. Quand ils arrivèrent sur le sable, Toussaint reconnut le chef. C'était un homme grand, barbu, d'origine métisse, vêtu de vêtements de marin usés. « On m'a dit qu'il y avait de la marchandise à récupérer aux Salines, » dit le marin, sa voix pleine de méfiance. « Je m'appelle Jacques. »« Je suis Toussaint, la marchandise, c'est nous, » répondit Toussaint, montrant Isabelle. « Nous avons besoin d'un passage pour la Dominique. » Jacques regarda Isabelle, puis Toussaint. Il comprit la situation immédiatement. L'esclave et la blanche. C'était l'histoire dont toute l'île parlerait demain. « Vous êtes l'homme qui a incendié la plantation de Dubois ?» demanda Jacques, un sourire lent se dessinant sur son visage. « Vous avez du courage, mais vous êtes la cargaison la plus dangereuse que j'ai jamais eue. Dubois paye une fortune pour vous retrouver. »« Combien pour nous emmener à la Dominique ?» demanda Toussaint. Isabelle, comprenant, sortit quelque chose de sa robe. C'était un petit sac en velours contenant les quelques bijoux de famille qu'elle avait réussi à prendre avant de fuir. Un collier de perles fines et 2 boucles d'oreilles en or. « C'est tout ce que j'ai, » dit-elle. « C'est la dot que mon père voulait donner au marquis. » Jacques prit le sac, le fit peser dans sa main. Il regarda la qualité des perles. C'était plus que ce que Toussaint aurait pu gagner en 10 ans. « C'est beaucoup, » admit Jacques. « C'est assez pour le risque. Mais nous partons maintenant. Il y a des patrouilles de la marine au large. »« Nous sommes prêts, » dit Toussaint. Ils montèrent dans la chaloupe. Juste au moment où les marins poussaient de l'embarcation vers le large, un bruit déchira la nuit. Un jappement sec, suivi d'un hurlement d'hommes. « Ils sont là !» cria un des marins. Les chiens de Rochefort, guidés par Balthazar, avaient réussi à remonter leur piste jusqu'aux Salines. Toussaint se retourna. Dans la pénombre, il vit des ombres armées sortir des mangroves. Au premier plan, la silhouette trapue de Balthazar, brandissant un fusil. « Oh Toussaint, arrêtez-vous, animal, ou je tire sur la blanche !» hurla Balthazar, sa voix pleine d'une rage incontrôlable. La chaloupe était encore trop près du rivage. Les marins rament frénétiquement. Toussaint savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas laisser Balthazar tirer sur Isabelle. « Ramez !» cria Toussaint à Jacques. « Je les retiens !» Toussaint sauta hors de la chaloupe, atterrissant dans l'eau peu profonde. « Toussaint, non !» cria Isabelle, tendant la main vers lui. Toussaint ignora le cri. Il se précipita vers Balthazar qui levait son fusil. Le contremaître tira. Le coup de feu déchira l'air. Un bruit assourdissant. Toussaint sentit la balle siffler près de son oreille, s'enfonçant dans le sable derrière lui. Balthazar rechargeait, mais Toussaint était déjà sur lui. C'était le combat de 2 mondes, la dernière lutte entre l'oppresseur et l'opprimé. Balthazar était fort, mais Toussaint était plus rapide, porté par une force que la haine seule pouvait donner. Toussaint évita le mouvement maladroit de Balthazar, le balançant avec un coup de pied dans les jambes. Balthazar tomba lourdement dans le sable. Avant que le contremaître n'ait pu se relever, Toussaint était au-dessus de lui. Balthazar sortit un couteau de sa ceinture. Toussaint, avec la rapidité d'un artisan maniant le ciseau, utilisa son propre couteau. Il ne chercha pas à tuer. Il visa la main qui tenait l'arme. Un cri de douleur strident. Le couteau de Balthazar tomba dans le sable. Toussaint se recula, le visage dur. Il ne pouvait pas s'attarder. Les autres gardes arrivaient. « Dites à Dubois !» cracha Toussaint, sa voix grave et pleine de mépris.
Dites-lui que la liberté n'est pas à vendre. » Il se retourna et courut vers la mer. Les gardes tiraient, mais dans la panique et l'obscurité, leurs tirs étaient imprécis. Toussaint plongea dans l'eau et nagea vers la chaloupe. Les marins le hissèrent à bord. Jacques donna l'ordre de ramer à toute vitesse vers le brigantin. Balthazar, hurlant de rage et de douleur, se releva. Il pointa son arme vers la mer, mais la chaloupe était déjà trop loin. Quelques minutes plus tard, Toussaint et Isabelle montaient à bord du brigantin. Le navire, silencieux et rapide, hissa toutes ses voiles et s'éloigna des côtes de la Martinique. Isabelle se jeta dans les bras de Toussaint. Elle pleurait, non plus de peur, mais de soulagement et d'amour. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-elle, examinant son corps. « Non, » dit Toussaint, haletant. « C'est fini. » Ils restèrent sur le pont, regardant la Martinique s'effacer dans l'obscurité. La petite flamme lointaine du feu qu'ils avaient allumé était éteinte. L'île entière était une masse noire, lourde de chaînes et de regrets. Le capitaine Jacques, voyant l'échange, s'approcha d'eux. « Nous faisons route vers la Dominique, dit-il. C'est une île britannique, neutre. Dubois ne peut pas y mettre les pieds. Vous y serez en sécurité. » Toussaint hocha la tête. La Dominique. Un nouveau départ. « Et après ?» demanda Isabelle, sa voix faible. « Après, » répondit Toussaint, serrant sa main, « nous serons libres, et je construirai une vie avec mes mains. » Il regarda Isabelle. Elle n'était plus la fille du gouverneur. Elle était une marronne, une fugitive, sale, fatiguée, mais libre. Elle avait échangé le luxe contre la survie. « Je vous suivrai partout, Toussaint, » dit-elle. Le voyage dura 2 jours. Ils vécurent dans la cale, cachés des regards, mais sous la protection de Jacques. Quand ils arrivèrent enfin en vue de la Dominique, l'émotion était palpable. L'île verte, montagneuse, se dressait comme une promesse. Ils accostèrent dans un petit port de pêche, loin des autorités. Jacques leur donna un peu de nourriture et une adresse, celle d'un contact sûr. « Ici, vous êtes en sécurité, » dit Jacques. « Vous êtes des affranchis, maintenant. Vous êtes des fantômes pour la Martinique. » Toussaint et Isabelle mirent pied à terre. Le sol était ferme, et pour la première fois, Toussaint ne sentait pas le poids des regards accusateurs. Il était un homme libre. Ils marchèrent vers l'intérieur des terres, vers la petite ville portuaire. Toussaint, l'esclave ébéniste, et Isabelle, la fille du gouverneur, commencèrent leur nouvelle vie. Ils n'étaient pas riches. Ils étaient des réfugiés. Mais Toussaint avait ses mains et son talent pour le bois. Il trouva rapidement du travail, d'abord comme simple charpentier, puis, grâce à sa dextérité, il se fit un nom comme artisan. Isabelle, elle, apprit à vivre simplement. Elle n'avait plus de dame de compagnie, plus de bal. Elle vendait de petits légumes au marché pour aider Toussaint. Elle avait perdu sa fortune, mais elle avait gagné sa liberté et la compagnie de l'homme qu'elle aimait. Le gouverneur Dubois, dans sa fureur, avait mis sa tête à prix, mais la mer était une frontière que même son pouvoir ne pouvait franchir. Il avait perdu sa fille et son honneur, et Toussaint, le jeune homme qui avait osé lever les yeux sur le monde interdit, avait prouvé que l'amour, lorsqu'il est mêlé à la rage et à la détermination, pouvait briser les chaînes les plus lourdes. Ah, mes amis, je vous le dis, leur histoire est restée gravée dans les mémoires des esclaves de la Martinique. Une histoire chuchotée le soir, une légende qui disait que même le fer du gouverneur Dubois ne pouvait retenir le désir de liberté et l'amour véritable. Ils vécurent ainsi, loin de la canne à sucre et du fouet, bâtissant leur maison, morceau de bois par morceau de bois, sur la terre libre de la Dominique. Leur amour, né dans le danger et scellé par le feu, fut leur plus grande richesse. Une histoire impossible, rendue possible par le courage d'un esclave qui avait préféré le risque de mourir libre, au confort de vivre enchaîné. Et voilà, mes amis, comment Toussaint et Isabelle ont trouvé leur chemin vers l'horizon.